Durant le premier épisode, nous avons entendu l'histoire de Melchior. Melchior qui nous a parlé de la mort de son père. Il nous a parlé de la manière dont il l'a géré. Il nous a parlé de ses troubles. Il nous a parlé de ses douleurs. Et enfin, il nous a parlé de la manière dont il a appris à guérir de ses blessures. Aujourd'hui, nous allons avoir l'histoire d'Alliance et de Jordan, qui, eux, n'ont peut-être pas fait face à la mort, mais qui ont fait face à la séparation et à l'abandon. Mon nom est Melchior Harlem, et bienvenue dans ce deuxième épisode de Daddy Issues. Donc nous avons avec nous Alliance et Jordan, donc qui sont là. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être présents aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de pouvoir nous partager votre histoire, de pouvoir inspirer des jeunes hommes à se comprendre, à comprendre un peu aussi, à comprendre un peu aussi leur histoire et à essayer de, comment je peux dire, à essayer de pouvoir se reconnaître au travers de votre histoire. Donc je vais vous laisser vous présenter. Donc on va commencer par toi, Alliance, et ensuite Jordan, tu te présenteras. Pas de souci. Ok, déjà, je te remercie pour l'invitation. Je m'appelle Alliance, j'ai 30 ans, je suis marié, je suis papa d'un petit de 8 mois. Je bosse dans le transport et je suis rédacteur aussi dans un journal congolais. Voilà pour la petite présentation. Très bien. Alors Melchior, merci pour l'invitation. Moi c'est Jordan, Merci j'ai 26 ans. Je suis fraîchement diplômé d'un bac plus 5 en web marketing. Et voilà. Ok, très bien. Alors, comment vous avez vécu votre évolution en tant qu'homme, sans figure paternelle? Parce que, effectivement, moi, j'ai parlé de mon histoire, mon père est mort, et vous, votre histoire, il me semble, est assez différente de la mienne. Donc, comment vous avez pu grandir, vous avez vécu en tant qu'homme sans avoir cette figure paternelle-là? Je vais commencer pour contextualiser aussi un petit peu. Moi, mes parents se sont séparés, je devais avoir 9-10 ans. Et c'est vrai que j'ai vécu qu'avec ma mère, mon grand frère et mes deux petites sœurs. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de figure paternelle à la maison tout au long de mon enfance, mon adolescence. Mais quand tu dis comment est-ce qu'on vit cela, je pense que dans un premier temps, on ne se rend pas forcément compte du manque, tu vois. Moi, j'ai 9 ans, j'ai 9-10 ans, t'es en CE2, t'es en CM1, tu te rends pas forcément compte que papa n'est plus là. Ouais. Et aussi, dans mon contexte, mes parents ne s'entendaient pas bien, Ok. tu vois. Donc, vu que c'était conflictuel entre eux, la séparation, pour nous, on en parle souvent avec mes frères et sœurs, c'était un peu un soulagement, Ok. tu vois. Le fait d'avoir plus de paix à la maison, d'être dans un foyer où c'était plus apaisé, nous, on l'a vécu dans un premier temps, hein, je le dis bien dans un premier temps, comme un soulagement. Et c'est vrai que l'absence, on ne s'est pas forcément rendu compte de l'impact que ça a eu lorsqu'on est ado, lorsqu'on est au collège. Mais moi, je dirais que c'est plutôt vers la fin du lycée, quand tu te cherches dans ton identité d'homme, tu essayes de te raccrocher finalement à une figure, à un repère que tu n'as pas. Ok. Et c'est à ce moment-là, vers mes 17-18 ans, où j'ai vraiment réalisé que j'ai pas de papa en qui me confier, j'ai pas de père à qui je peux poser certaines questions, tu vois, quelle qu'elle puisse être, tu vois, que ce soit sur comment évoluer dans sa carrière, sur la sexualité, enfin sur tout un tas de sujets que tu n'aborderais pas avec ta mère. Tu vois. Donc, pour répondre un peu. Alors moi dans mon cas, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai grandi avec ma mère et 3 grandes sœurs. Ok. J'ai un grand frère également, mais il n'a pas grandi dans le foyer avec moi, il a grandi au Cameroun. Donc j'ai toujours été dans le foyer le seul garçon. Ok. Et comme Alliance, quand t'es enfant, tu te rends peut-être pas forcément compte. Moi, par exemple, vu qu'il a jamais été là, je me suis jamais rendu compte qu'il était pas là parce qu'il y avait tout le temps des gens à la maison. Donc la mère, mes sœurs, et l'absence du père, tu t'en rends compte quand tu rentres à l'école. Ok. Le moment où tu rentres à l'école, qu'on vient te chercher et que tu as des enfants qui viennent être récupérés par leur père. Ouais, t'es confronté finalement à tes Au final, à tes toi, réalités. tu le vois et tu te rends compte que
c'est pas ton cas et qu'il y a que ta mère, et quand ta mère n'est pas là, c'est tes sœurs. Quand tes sœurs ne sont pas là, c'est soit le voisin, soit les parents de tes copains qui viennent te chercher. Et c'est à ce moment-là que, quand t'es enfant, moi en tout cas pour ma part, petite section de maternelle, je commence à poser la question, où est le mien? Et on te dit juste qu'il est pas là parce que t'es trop petit pour comprendre. Donc au final, comment t'évolues avec ça? Au début tu le ressens pas, on te donne juste la réponse. Et ensuite, quand t'arrives, moi en tout cas quand je l'ai ressenti, c'était vraiment rentrer au collège. Là j'ai senti qu'il manquait quelque chose. Ça s'est accentué quand tu rentres au lycée, mais on va dire que j'ai commencé à avoir des réponses quand je suis rentré au lycée, avant la terminale. Là, ce qui est intéressant, c'est que je vois que tous les deux, entre la période... Parce que toi, tu disais que les parents se sont séparés à 9 ans, c'est ça? Ouais. Tu avais à peu près 9 ans. Ouais. Et donc, tu t'es rendu compte qu'il te manquait quelque chose à partir de 17 ans. Ouais. Et toi, à peu près... Ouais, et toi, un peu plus tôt, oui, parce que y a forcément une différence d'âge. Mais tu sais, c'est... on va dire, vraiment la période scolaire où tu commences déjà un peu à grandir, tu commences déjà un peu à rentrer dans une certaine ère de ta vie, si je peux dire. Il y a le côté, tu vois, construction. Tu vois, tu es en train de te construire, tu es en train de chercher des modèles, tu es en train de te tester, tu vois. C'est un moment dans l'adolescence où tu es en train vraiment de chercher ta propre identité, de te défaire, tu vois, peut-être des modèles que tu as pu avoir et de chercher à quoi est-ce que tu veux ressembler plus tard, tu vois. Enfin, que ce soit au niveau de comme je disais, de la carrière, tu vas commencer à t'orienter, aller à la fac, aller faire un BTS. Enfin, tu sais, tu as plein de questions. Et tu te visualises aussi peut-être... moi, en tout cas, je visualisais peut-être ma famille plus tard. Tu vois, bien sûr. Je me disais, je vais avoir des enfants, je veux me marier, je veux ceci, je veux cela. Enfin, en tout cas, il y avait ces choses qui émergeaient en moi. Aujourd'hui, tu as réussi. Ouais. Aujourd'hui, je suis marié, je suis papa. Mais on peut applaudir pour pas applaudir. Non, mais plus sérieusement, à ce moment-là, t'as pas de modèle, tu vois. Et donc, c'est vrai que tu vas, entre guillemets, fantasmer un peu une idée, mais qui est pas dans ta réalité. Tu vas voir chez tes potes, tu vas voir chez tes camarades de classe à l'école, mais toi, t'as pas ça à la maison, tu vois. T'as pas un papa, une maman. Il te manque un équilibre. Il te manque cet équilibre-là. Et à ce moment-là, en tout cas, moi, vers 17-18 ans, je le ressens vraiment, tu vois. Moi, je le ressens encore plus parce que, par exemple, moi qui ai grandi dans une cité, s'il n'y avait pas les parents de mes amis, les seuls modèles que j'avais, c'était les mecs du dehors. Ça veut dire que, en plus, les mecs du dehors, quand tu habites dans une cité, c'est dur quand ils sont plus âgés que toi. Ça veut dire que parfois, même, ça peut aller jusqu'au cou. Genre, pour te former, pour te forger, on est obligé de te cogner. On est en train de te pousser à aller te bagarrer avec d'autres. Donc, ça veut dire que tu as un modèle qui est un peu néfaste. Plus tu grandis, plus il est dangereux. Est-ce que tu penses que la cité t'a éduqué quelque part? En fait, je pense que tu as l'éducation que tu as quand tu es à la maison. Tu n'es pas le même enfant quand tu es à la maison, quand tu sors dehors dans ta cité et quand tu es à l'école. Parce que quand tu es à l'école, et en plus de ça, quand tu es un petit garçon, en plus de ça, quand tu es un garçon noir, on t'apprend à pas pleurer, tu dois être dur tout le temps. Donc quand tu es dehors aussi avec tes copains, tu dois être dur aussi. À l'école, pareil. Mais en plus de ça, on te donne aussi certains codes. Ça veut dire que si tu es confronté, je sais pas, à une altercation avec un camarade de classe, tu dois le régler à ta façon, sans aller voir quelqu'un, sans aller voir une figure d'autorité. Parce que c'est toi qui dois la faire, ton autorité. En gros, c'est ça. Ok, c'est intéressant parce que du coup, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que tu es vraiment livré à toi-même. Tu es vraiment livré à toi-même. J'ai bien aimé quand tu as dit c'est toi qui dois la faire, ton autorité. Alors qu'en fait, on a un peu cette vision du père comme étant censé être l'autorité. Exact. Et finalement, tu te rends compte que cette autorité qui est censée être présente, tu ne l'as pas, donc finalement, tu fais comment ? Tu dois la créer. Tu es obligé de la créer. Tu dois la devenir. Bah oui, tu es obligé de te construire tout seul. Comme il a dit, il y a des sujets que tu ne peux pas forcément traiter avec ta mère, que ce soit la sexualité, même apprendre, par exemple, comment traiter une femme. Tout bêtement. Je sais pas, apprendre à te raser, ce genre de trucs. C'est des choses que ton père qui te sert de guide doit t'apprendre. Mais comme il n'est pas là, tu dois l'apprendre tout seul. C'est vrai, parce que du coup, moi, aujourd'hui, j'ai vu que j'ai été contraint de faire ma barbe tout seul. J'ai essayé, c'était un flop, en fait. C'était un flop. Et on me l'a jamais appris. Je pense que tu t'en es bien sorti. Ouais, je sais pas. Mais, non, mais
on me l'a jamais appris en vrai, tu vois. Et après, j'ai toujours été quelqu'un de très, très, très indépendant et qui a cette habitude de manier les choses tout seul. Mais c'est vrai que j'aurais aimé, par exemple, que oui, mon père il soit là et il m'apprenne à faire ces choses-là. J'aurais aimé que ma première voiture, je l'achète avec mon père, par exemple. Moi, je l'achetais avec mon beau-père. Mon beau-frère, pardon. Le coup de la première voiture, j'étais qu'avec un pote. Tu vois. Non, mais c'est vrai que du coup, quand t'as pas la figure paternelle, forcément, soit tu vas compenser, soit quelqu'un d'autre va compenser. Les mamans vont forcément compenser. Elles vont essayer. Elles vont être avec leurs limites. Hein. Elles vont essayer de faire le maximum qu'elles peuvent. Moi, je me souviens, ma première voiture, c'était avec ma mère que j'y étais, celle qui m'a appris à conduire, tu vois. C'est vrai que c'est dans d'autres familles, c'est plutôt un côté qu'on va attribuer au papa. Mais les mamans vont beaucoup compenser. Parfois, ça va être aussi les oncles, les cousins, en tout cas, qui vont essayer de jouer ce rôle-là à un moment donné, tu vois. Et donc, moi, c'est ce en quoi je crois aussi, c'est que lorsque tu n'as pas de père à la maison, bah, la vie, tu vois, Dieu va t'envoyer quand même des figures paternelles à un moment donné. Que ce soit un coach au sport, un prof à l'école, c'est ça qui peut être inspirant pour toi. Parce que pour moi, le père, c'est aussi une figure d'inspiration. Tu vas te calquer sur son modèle, tu vois. Tout comme génétiquement, on est le fruit, on est le reflet de nos parents un petit peu, tu vois. Bah, tu as envie de leur ressembler. Mais sauf que quand tu n'as personne à qui ressembler, bah, la vie va t'offrir ces modèles-là. Et ça va être à toi aussi d'aller les cueillir. Comme tu dis, il peut y avoir des modèles qui sont peut-être néfastes, où on t'inculque des valeurs qui ne vont pas être les meilleures. Mais moi, je suis persuadé, moi, je l'ai vu, tu vois, que ce soit... moi, j'ai fait de l'athlé, j'avais un coach, franchement, il me kiffait de ouf, tu vois, donc ça veut dire qu'il m'a grave fait progresser. À l'école, il y avait même à la fac, j'ai eu des profs où je me suis un peu identifié à eux, tu vois, parce que je me suis dit, ah, punaise, je sais pas, j'aime bien comment ils s'expriment. Ou même en stage, je me souviens, j'étais en stage en licence, et j'avais du coup le CEO de la boîte, c'était une start-up, tu vois, donc on était dans l'open space. C'était un gars qui avait grave une vision, il s'était lancé assez jeune, il était débrouillard. Tu vois, je me suis identifié, je me suis dit, ah punaise, moi aussi un jour, je serai assis à sa place, tu vois. Donc la vie t'envoie ses modèles. Finalement, j'aimerais maintenant vous poser une question. Quelle est aujourd'hui la vision que vous avez d'un père? Je te laisse répondre. Je réponds en premier. Vas-y. Moi, très franchement, le père, il a un devoir pour moi qui est similaire à celui de la mère, mais pas à la même façon, pas au même degré. C'est un guide. C'est celui qui gère un peu cette partie un peu apprentissage. Que tu sois une fille ou un garçon, quand tu es le père, tu as ce côté un peu apprentissage où, par exemple, la mère, elle va toujours veiller à ce que tu te blesses pas, ce genre de trucs. Alors que le père, il te laisse faire ton erreur et il va te dire, c'est pour ça que je t'avais dit de pas le faire. Tu vois, je pense que le père, il a ce côté vraiment apprentissage et guide. Intéressant. Ouais, moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Et moi, je pourrais rajouter que le père, en fait, comment je peux dire ça? C'est comme ça que je l'imagine dans la tête, mais je pense que vous allez comprendre. Le père te structure. C'est-à-dire qu'il t'aide vraiment à te façonner, à faire de toi. En fait, il t'aide le père n'a pas. C'est mon avis, hein, les parents n'ont pas forcément à choisir ce que tu veux faire plus tard. Mais le père, il est là pour t'aider à faire de toi la personne que tu aspires à devenir. Et donc, en fonction de la vision que tu as de toi plus tard, et par exemple, tu viens vers ton père, oui, papa, je veux devenir ça, je veux devenir astronaute, voilà. En fonction de la vision que tu as de toi plus tard, le père, il vient et il t'aide à apporter une structure dans ton identité. Il t'aide à structurer ton identité pour que tu puisses atteindre cette vision-là et au maximum, en fait, pour que tu puisses vraiment être au maximum, en fait, la personne que tu souhaites devenir. Je pense aussi que, en fait, des pères de famille que j'ai eu l'occasion de voir, que ce soit les pères de mes meilleurs amis ou autres, le père, il a souvent ce côté où il a envie de te donner, il a envie que tu sois la meilleure version de lui. Ok, ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, tu dois être ta propre personne,
mais meilleur que lui. Moi, je pense que le père, c'est la seule personne qui voudra, le seul homme sur Terre qui voudra que tu sois meilleur que lui. Ouais. C'est fort. Non, c'est deep, c'est fort. Ouais. Non, j'ai bien aimé. C'est frère. Non, mais, et puis, moi, je suis d'accord sur tout ce que vous avez dit. Il y a le côté guide. Mais si, voilà, il y a un papa et une maman, moi, j'ai l'impression que le père, il a plus de... Il va être moins dans les émotions dans l'accompagnement de ses enfants, tu vois. Il va avoir un peu plus de froideur et La gestion. et de rationalité, tu vois. Je pense qu'un père, il va plus te challenger. Je pense qu'il va plus t'aider à te renforcer. Typiquement, je sais pas si tu évoques un rêve moi, dans ma conception, hein, si tu évoques ton rêve à ta maman ou ton papa, ils peuvent avoir la même réaction, mais j'ai quand même l'impression que le papa va demander plus de preuves et de garanties. Il va toujours te pousser. Ouais, il en attend toujours plus. Il va attendre il va pas être juste, il va pas prendre pour argent comptant ton rêve de devenir docteur, devenir avocat, devenir footballeur. Il va dire tu mets en place quelque chose, tu vois. Pour moi, le Quel père, moyen t'as à m'offrir pour... c'est ça. C'est le père, il va te challenger pour moi. Ouais. Alors que la maman, elle a un côté un peu plus doux où elle va t'accompagner, elle va croire en toi, elle va dire mon fils c'est le meilleur, tu vois. J'ai l'impression que le père, il va pas être forcément dans ce côté-là, mon fils c'est le meilleur. Il est pas là pour flatter ton ego. Il va pas flatter ton ego, mais il va te pousser à te dépasser, tu vois. Il va te pousser à te discipliner et aller plus loin. Moi, j'ai cette image-là. Il reste très vrai avec toi, en fait. Ouais. Parfois trop dur. Après, ça dépend de la perception de chacun, tu vois. C'est vrai. Mais il reste très vrai dans le sens où il s'attend à ce que tu puisses lui apporter du concret. Et si il estime que c'est très concret, ok, on y va. Tu vois, je suis derrière toi pour te soutenir, tu vois. Le père, il va toujours attendre vraiment que son fils puisse avoir les idées en place. Et je pense que le père est toujours un peu plus dur avec le fils. Ouais, je pense. Surtout dans notre contexte à nous, tu vois. Ouais, je dis pas que la fille n'est pas la progéniture, mais son fils, Il porte son nom. Ouais, tu vois, enfin... C'est celui qui va même... pérenniser le nom. Il en attend beaucoup et forcément, il va attendre que son fils puisse lui apporter des choses concrètes, puisse avoir une vision concrète de sa personne, puisse savoir concrètement ce qu'il veut, là où il veut aller. Et à partir de là, à partir du moment où il va voir que, ok, là, mon fils, ce qu'il m'apporte, c'est quelque chose de tangible, en fait, on y va. Ouais. On y va, je suis derrière lui et Il y a pas de on y ralentir. va. Ouais, c'est ça, littéralement, tu vois. Et j'ai l'impression que le père, il est vraiment... Il a cette posture, il reste très vrai. Il reste très vrai derrière les ambitions de son fils. J'ai une question à vous poser. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en grandissant sans figure paternelle, qu'elle puisse être psychologique, qu'elle puisse être dans la vie de tous les jours. Quelles sont les difficultés aujourd'hui auxquelles vous avez pu faire face en étant des hommes sans figure paternelle? Je mets les pieds dans le plat. Moi, je dirais la peur. Tu vois, j'ai eu peur de pas être moi-même capable d'être un bon mari, un bon papa, tu vois, dans le foyer que j'envisageais, tu vois. Donc ça, c'est une réalité. Il y a le côté tu parles de difficultés, je dirais il y a des difficultés, t'en parles vite fait, de pas pouvoir te raser et tout. Mais il y a des trucs pour moi où c'est vraiment dans la transmission du père vers le fils, typiquement bricoler. Tu vois. Okay. Tu vois, pour moi, mettre du papier peint, faire de la peinture, prendre un marteau, mettre des clous, c'est pas féminin pour moi. En tout cas, et moi, c'est pas ma mère qui me l'a appris. Tu vois. Et ça, c'est des trucs où... Ah, tu sais faire ça? Comment? Tu sais faire ça? J'ai appris, tu vois, mais tard. Tu vois, j'ai appris avec difficulté. Sur le terrain. J'ai appris avec retard. Tu vois où est-ce que je veux dire? Donc, c'est des difficultés qui peuvent te sembler bêtes, mais mon premier appart, tu vois, j'ai pas les réflexes, l'armoire électrique, le truc. Ma mère a essayé de m'apprendre un peu, elle m'en a touché quelques mots. Mais je me souviens, par exemple, la plomberie, c'est un de mes oncles qui m'a appris. C'est des trucs bêtes, mais t'en as besoin au quotidien. Après, il y a le côté, pour moi,
Ouais, sur moi, la vraie difficulté, elle était sur le niveau, m'envisager dans le mariage. Et puis même au-delà de ça, manquer d'un père, à un moment donné, moi, ça m'a questionné. Tu vois, je me suis questionné sur mon identité. Parce que moi-même, je suis homme. Tu vois, et je descends, tu vois, généalogiquement d'un homme. Donc, je voulais comprendre d'où il venait, tu vois, d'où il sortait. Donc, moi, ça brise un peu le côté... je sais pas vraiment d'où je viens complètement. Tu vois, je connais bien la famille de ma mère, je connais bien tout ce qu'ils font. La famille de mon père, je la connais aussi, mais avec distance, tu vois, de loin. Donc, le côté où je connais pas leurs valeurs, je sais pas ce que mon père était censé me transmettre, je ne l'ai pas. Il y a le côté aussi, qu'est-ce que moi je vais transmettre? Est-ce que je vais transmettre tout le bagage à mes enfants? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis moins viril, entre guillemets? Est-ce que je suis moins un homme parce que j'ai pas eu de père qui a pu, tu vois, m'initier à ça en tant qu'enfant? Tu vois, il y a aussi ces questions d'identité où ça peut même remettre en question, moi en tout cas, ça a été mon cas, remettre en question ta vision de toi-même, tu vois, en tant qu'homme. Alors, pour moi, ça va rejoindre un peu ce que Ali dit, l'identité. Beaucoup ce problème-là au niveau de l'identité. C'est-à-dire que, par exemple, moi qui ai grandi tout bêtement avec une maman camerounaise, je sais que mon père il est congolais, mais j'ai pas grandi dans cette sphère-là. Même si... Tu te sens plus camerounais? Je dirais pas que je me sens plus ou moins, mais j'ai un décalage par rapport aux autres. Par exemple, avec mes frères et sœurs qui, eux, parlent la langue paternelle et moi non. C'est-à-dire que quand on a des événements familiaux... t'es là et t'es perdu. Quand on a des événements familiaux, je suis perdu. Genre, mais je me sens quand même membre de la famille. Mais avant de connaître cette partie de ma famille, j'ai eu ce moment où je me suis dit, je sais pas qui est la personne qui était censée m'éduquer, qui au final n'est pas là. Pareil, les questions de comment... Je crois qu'aussi la plus grosse question que je m'étais posée, c'est comment est-ce que je vais devoir devenir... comment est-ce que je suis amené à être un leader alors que le leader, je ne l'ai pas eu en face de moi. Parce que plus tard, je suis amené à construire ma famille, à avoir une femme, des enfants. Et le leader qui a une femme, des enfants, il ne m'a pas montré ce que c'était. Le modèle familial, je ne l'ai pas eu. Donc je pense que ça a été la plus grosse difficulté. Surtout que mes frères et sœurs du côté de mon père, je les rencontre tardivement, j'ai 18 ans. Ça se fait au cours d'une rencontre Facebook, parce qu'on me trouve sur Facebook, on me dit ouais, on était frères et sœurs, et voilà. Et la rencontre physique, elle se fait peut-être un an plus tard. Alliance, qui est mon cousin, je le rencontre il y a 4 ans. Ouais. Il y a 4 ans maintenant, 3-4 ans. Donc ça veut dire que les réponses, elles sont venues après, mais c'était beaucoup un problème identitaire, je dirais. Ok. Et aujourd'hui, t'estimes être sur la bonne voie pour pouvoir devenir ce leader-là? Est-ce que tu estimes que le travail que tu fais sur toi en essayant d'apprendre à devenir ce leader-là, est-ce que tu estimes être sur la bonne voie? Je te dirais oui, et je te dirais dans tous les cas, j'ai pas le choix. Okay. Je suis un homme, j'ai pas le choix. Donc je me sente prêt ou non, que j'ai réussi ce travail ou non, je suis obligé de réussir. En fait, c'est les coups de la vie. C'est la vie. C'est les coups de la vie. Comme j'ai dit, on est des hommes. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix? Ok. C'est très intéressant. Et en fait, j'aime le fait qu'on mette en avant la notion d'identité. La notion d'identité, on se rend compte à quel point l'impact, et là je vais parler de manière plus générale, l'impact que les parents ont sur les enfants peuvent aujourd'hui troubler l'identité de leur progéniture, peuvent aujourd'hui semer le trouble dans la manière dont les enfants se voient, tout simplement parce que les parents soit n'ont pas fait le taf, simplement parce que la vie a fait que, simplement parce que le père il était là mais il n'a pas voulu prendre son rôle au sérieux. Et en fait, je pense qu'on n'est pas conscient d'à quel point... En fait, moi je le dis souvent, enfin, si c'est pour faire des enfants et ne pas en prendre soin... Les faites pas. À quoi ça sert? Les faites pas. À quoi ça sert? Parce que on se rend pas compte, mais enfin, ça reste des êtres humains en fait. Ça reste des êtres humains faits de chair. Des liés à vie. Oui, c'est ça. Avec un cœur.
qui sont aussi appelés à grandir, qui sont aussi appelés à se construire, qui sont aussi appelés à bâtir quelque chose. Et comment, toi, en tant qu'être humain, tu sais que tu as été amené à produire un autre humain et cet être humain grandira un peu sous ta tutelle, enfin grandira littéralement sous ta tutelle parce qu'en fait, il devra apprendre de toi et en fait, tu te déresponsabilises totalement et en fait, tu lui dis, apprends tout seul en fait. Après c'est... Apprends tout seul, mais pas apprends, en fait, apprends tout seul, mais grandis avec toutes les blessures que je te laisse. Waouh. C'est une réalité, et tu vois, et c'est Si, vrai. c'est fou. Et c'est vrai qu'on peut le regarder comme ça. Et factuellement, c'est ça. Factuellement, c'est quelqu'un qui n'a pas fait le taf. Tu vois, factuellement, c'est quelqu'un qui est censé. Non, après je précise, pas pour tous, tu vois. Ouais. Je précise, pas pour tous. Il y en a qui ont perdu leur père, comme moi, par exemple. Après, moi, je dis pas que mon père était un mauvais père, très loin de là. C'est vrai que voilà, on avait des désaccords, etc. Et c'est avec le temps que j'ai compris que ça a été sa manière de montrer de l'amour. Malheureusement, la manière dont il montrait son amour n'était pas adaptée à moi, mon caractère. Mais oui, effectivement, il y a des pères qui n'ont pas fait le taf. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que votre père n'a pas fait le taf? Moi, il n'a pas fait le taf. Franchement, après, je lui en veux pas. Aujourd'hui, je lui en veux pas. Parce que je vais pas mentir, j'avais beaucoup de colère, tu vois. J'avais vraiment beaucoup de colère, mais il n'a pas fait le taf. Tu vois. Et si je le voyais en face de moi, je lui dirais, je ne rougirais pas de lui dire, tu vois. Aujourd'hui, je suis adulte. Ouais, t'as 30 ans, tu peux te placer aujourd'hui devant ton père. Et je lui en veux pas du tout aujourd'hui. Parce que je me dis que chacun a son histoire. S'il n'a pas su le faire à ce moment de sa vie, il n'en a pas été capable. C'est la vie. Mais il n'a pas fait le taf. Très factuellement. Moi, j'ai une question du coup pour Jordan. Vas-y. Tu ressens de la colère envers ton père aujourd'hui? Peut-être que si je te dis non, on pensera que je lui en veux toujours. Mais en tout cas, j'ai été très en colère avec lui très longtemps, jusqu'à il y a encore même pas quelques années. Mais aujourd'hui, je suis plus en colère contre lui parce que j'ai fait ma vie. J'ai évolué sans lui, j'ai vécu j'ai vécu des réussites, plein de choses sans lui. Donc, j'ai plus le temps de lui en vouloir. Est-ce que tu estimes que parce que avec ou sans lui, tu as été capable de le faire, alors même si aujourd'hui il se place devant toi et qu'il décide de prendre ses responsabilités et reprendre ses responsabilités, ça ne changera absolument rien? Je vais te dire la vérité. De son côté, on est une fratrie où on est quand même 5. Sur 5, il n'y en a qu'un seul qui ne l'a pas éduqué, et c'est moi. Ok. En soi. Après, Tu le prends personnellement? Je l'ai pris personnellement pendant longtemps, mais je ne connaissais pas non plus aussi son histoire avec mes autres frères et sœurs. Okay. Et je sais qu'il a aussi une histoire compliquée avec eux. Donc je pense que, pareil, sur ce qu'a dit Alliance, moi par exemple, pour moi, il a échoué. Il a échoué, et c'est vraiment fort le mot. C'est même pas il n'a pas fait le taf, c'est il a échoué. Maintenant, je lui en veux pas, je lui en veux plus en tout cas. Je lui en veux plus, mais c'est pas quelqu'un que je laisserai rentrer dans ma vie. Parce que j'ai pas envie de laisser rentrer quelqu'un dans ma vie qui a causé peut-être l'un des plus grands désastres dans ma vie. Alors qu'il devait causer tout le contraire. T'as capté, pas possible. J'aime le fait qu'on... Enfin, j'ai bien aimé le terme échouer. Parce que vous allez me dire ce que vous en pensez, mais selon moi, avoir la responsabilité de père est une mission. C'est un devoir, une mission de devoir. Toi. Ouais, c'est une mission qu'on se donne ou pas à soi-même. Parce qu'aujourd'hui, enfin, je veux pas dire que tu as le choix, mais tu as un peu le choix d'être père. Ouais, tu as le choix. Si tu décides, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien le fait qu'on utilise le terme échouer. Parce que, effectivement, t'as eu la mission de pouvoir élever, de pouvoir transmettre, et t'as fui. T'as un rôle à jouer. Ouais. Tu vois. Honnêtement, c'est comme tu dis, c'est une mission. T'as un rôle à jouer dans la vie de ton enfant.
Donc oui, on peut dire que tu as échoué si tu ne joues pas ce rôle-là ou si tu le joues pas bien. Et que les gens ne le prennent pas mal, tu vois, c'est pas un jugement de valeur. On ne dit pas que t'es nul ou que tu sers à rien. Mais sur cette mission-là, qui est quand même une des plus importantes, t'as échoué. En fait, tu peux réussir dans ta carrière. Pour moi, ça remet aussi un peu en cause leur humanité aussi. Hein. Après, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que tu peux échouer en tant que père et être successful dans ta carrière, tu vois. Donc, tu peux être parfois un très bon individu. Tu vois, moi, j'entends parfois certaines personnes qui témoignent de mon père, tu vois, qui disent c'est un bon vieux et tout, il nous a grave soutenus. Il y en a beaucoup qui disent pareil du mien. Donc ça veut dire que c'est pas à l'image que j'ai de lui. Donc ça veut dire que socialement, il a eu des réussites. Pour certains autres jeunes, il a été bien. Ouais. Mais dans son rôle de père, il a échoué. Donc tu peux réussir d'autres trucs. C'est pas parce que t'es un mauvais père que t'es une mauvaise personne. Tu vois, moi, c'est ça que je veux décorréler un peu. Moi, je vois ce qu'il veut dire. Tu sais pourquoi ? Parce que moi, quand j'ai commencé à poser des questions aux personnes de ma famille à son sujet, même à Alliance, Alliance, il me disait, mais ton père, ça a toujours été quelqu'un de bien avec nous. Il jouait avec nous. En fait, il avait le rôle d'un père. Ouais, c'est un de mes oncles préférés, tu vois. Mais il a pas joué son rôle. Ça veut dire qu'en tant qu'oncle, il a réussi. Tu vois, mais en tant que père, il a réussi. Mais lui, la description qu'il a de mon daron, moi, la description que j'ai de lui, c'est un être que j'ai détesté. Ok. Donc c'est différent. C'est vrai. Il y a une question qui me vient là. Est-ce que vous considérez avoir fait face à un deuil d'une certaine manière? Vis-à-vis de nos pères ? Ouais. Moi, je l'ai... Parce que le deuil, c'est... On parle le deuil, littéralement, c'est en rapport avec la mort. Vous, votre père n'est pas mort. Est-ce que vous considérez avoir dû faire face à un deuil d'une certaine manière ou une autre? Ouais. Ok. Ouais, pour aller un peu plus loin, oui, parce que moi, justement, je vous l'ai dit au début, vers 17 ans, c'est là que je commence vraiment à chercher cette identité-là, tu vois, à comprendre que j'ai besoin d'un père. Et c'est vrai que j'ai fait l'effort. Tu vois, je considère, en tout cas, tu vois, moi, avoir cherché et tout, à recoller les morceaux, à reparler à mon père et tout. Et finalement, quelques années après, ça ne l'a pas vraiment fait. Et je me suis dit, OK, j'estime avoir fait tout ce qui était en ma capacité d'enfant pour travailler à cette relation-là. Elle n'a pas fonctionné. J'ai fait ma part. Donc moi, j'estime avoir fait, pas le deuil de la personne. Tu vois, c'est mon père, l'individu existe encore, il vit encore. Mais le deuil de cette du souhait de cette relation père-fils. Tu vois, la relation père-fils à laquelle j'aspirais, j'en ai fait le deuil. C'est fort. Moi, pour ma part, pareil que Alliance, il y a eu ce moment où j'ai eu ce souhait de potentiellement rentrer en contact avec lui parce qu'on m'avait donné le numéro, par exemple, de mon père quand j'avais 17 ans. Et je me suis lancé le défi de l'appeler l'année du bac. L'année du bac, je l'ai appelé. Et pour en fait qu'il réponde à mes questions. Et c'est un appel qui n'a même pas abouti parce qu'il a répondu à aucune de mes questions. Et à ce moment-là, comme Alliance, j'ai estimé que j'avais fait le devoir que j'avais à faire, que le moi qui a 18 ans, qui essaie de créer ce contact avec lui, c'est pas possible. J'ai complètement laissé tomber, c'est quelque chose que j'ai enterré. Et à un moment donné, lui, il réapparaît. Mais il réapparaît, j'ai peut-être 21 ans. À ce moment-là, il y a peut-être 3 ans qui sont passés. Je vois qu'il m'appelle, mais je laisse complètement tomber. Et le terme deuil que tu utilises, il est intéressant parce que ma sœur, une fois, elle m'a dit qu'elle voulait partir au Congo pour le voir. Parce qu'elle pensait que peut-être ce serait la dernière fois qu'elle le verrait parce qu'il est vieillissant, il est parfois un peu malade. Et je me rappelle qu'on m'a posé la question, c'est fort ce que je vais dire, mais on m'a posé la question, si jamais il décède, est-ce que tu vas à son enterrement ? J'ai dit, c'est hors de question. Parce que je ne peux pas honorer la mémoire de quelqu'un qui a jamais honoré sa présence envers moi. Et que tu ne connais pas finalement. Et que je ne connais pas du tout. Parce que
Ali le connaît, mes frères et sœurs le connaissent. Je pourrais être là pour eux dans cette épreuve-là parce que eux sont en deuil. Mais moi, je suis pas en deuil parce que j'ai rien vécu avec lui. Donc, c'est quelque chose que, en fait, ma relation avec lui, elle a même pas été enterrée. Le soi a été enterré comme lui, mais elle a jamais existé. C'est fou parce que quand je t'entends parler, j'ai limite l'impression que, tu sais, l'existence d'un père, enfin, que tu n'as pas eu le besoin de l'existence d'un père, et qu'en fait, pour toi, même l'existence d'un père dans ta vie n'existe pas. Parce que rien que le mot papa, il n'existe pas dans ma bouche. Genre, mes frères et sœurs, quand ils parlent de lui, ils disent papa. Moi, si tu m'entends parler de lui, j'emploie le terme géniteur ou daron. Mais je vais jamais dire le mot papa. Et il y a eu une fois, par exemple, où il a voulu me faire une leçon d'éducation. Une seule fois où on était en contact par message. Et moi-même, je crois, à ce moment-là, j'ai 21 ans. C'est moi qui le recadre. Je lui dis, mais tu réapparais par magie. Là, plus de 20 années sont passées. Et tu veux me faire une leçon d'éducation. Ça, il fallait le faire plus tôt. Raté. Désolé, c'est raté. Désolé, on en rigole. Hein. Non, on en rigole. Mais tu sais, je vais pas te mentir, j'étais tellement en colère contre lui qu'il y a des moments où je sais qu'on s'est échangé des textos et j'ai été cru avec lui. Genre, je sais que j'ai une petite sœur aujourd'hui qui est née à la période Covid, par exemple. On m'a demandé, Jordan, envoie-lui un message de félicitations, s'il te plaît. C'était dur, hein. Mais je l'ai fait. Mais je l'ai fait à ma façon. Magie. Je l'ai fait à ma façon. Je te mens pas, le message, il a été dur sur lui. C'est-à-dire que le message, il se base sur... concrètement, je lui jette ses fleurs, félicitations, t'es un nouvel enfant, mais j'espère que tu vas bien t'en occuper parce qu'avec les autres, t'as pas réussi. Et je lui ai dit ça. Donc, concrètement, moi, ma relation avec lui... en fait, le terme père, tout ça, c'est quelque chose dont je suis détaché. Maintenant, je sais que moi, par exemple, je suis amené à être un père, je suis déjà un oncle. Genre, j'ai plein de neveux depuis que moi-même, je suis petit. Et j'essaie de ne pas reproduire les mêmes erreurs, parce que la plupart de mes neveux, parfois, ont grandi dans des foyers un peu plus aussi compliqués. Des parents soit passifs, soit des parents présents aussi, et tout se passe bien. Mais par exemple, moi, dans mon cas, je sais que moi, comme j'ai pas eu cette présence-là, j'essaie de la fournir au maximum pour les enfants qui sont dans ma famille. Genre, je sais que par exemple, mon neveu, je suis très dur avec lui. J'ai un neveu, le plus âgé de mes neveux, je suis très dur avec lui. Mais j'essaie de faire attention. J'essaie de faire attention à lui, qu'il ne reproduise pas, pareil, les mêmes erreurs que moi. Ok. Est-ce que comment je peux dire ça ? Est-ce que le fait de manquer de père a influencé votre relation avec les autres membres de votre famille ? Parce que moi, personnellement, je sais que ça a beaucoup influencé parce que du coup, comme toi, Jordan, moi, j'ai grandi qu'avec des femmes. Et en fait, on se comprenait pas. On se comprenait pas, surtout que je suis pas la personne qui m'ouvre le plus dans mon cadre familial. On ne se comprenait pas. Et en fait, elle ne comprenait pas certaines de mes réactions. Elle ne comprenait pas certaines de mes instabilités émotionnelles. En fait, c'était dû à tout ça. Aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux. Ça se passe beaucoup mieux. Et même, j'ai appris à discuter, j'ai appris à parler, j'ai appris à dire aussi ce que je ressens. Et je pense que pour arriver à ce stade-là, il fallait que je fasse réellement mon deuil. Il fallait que j'accepte aussi certaines choses. Et aujourd'hui, oui, tout est beaucoup mieux. Mais est-ce que, par exemple, vous avez pu faire face à ces choses-là ? Moi, je sais que j'avais, suite à ma première vidéo, j'avais reçu le message d'un jeune homme qui me disait que... Non, pardon, pas d'un jeune homme, d'une fille qui, je pense, regardera aussi cette vidéo, qui était venue, en fait, me demander conseil par rapport à son petit frère. Son petit frère qui, lui, ils ont été dans ce cadre-là où ils n'ont pas grandi forcément avec leur père. Et en fait, elle ne comprenait pas les réactions de son petit frère. Son petit frère avait des propos parfois très misogynes. Après, il a grandi aussi dans un cadre cité. Il est assez jeune. Et en fait, elle m'expliquait que, Et en fait, elle m'expliquait que à la maison, je suis la seule à
essayer de le comprendre, à essayer de discuter avec lui. Et je suis la seule avec qui il arrive un minimum à s'ouvrir, mais ça reste très compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, vos rapports avec les femmes de vos familles et même avec vos frères, pour toi, Alliance qui a quand même un frère, on peut être compliqué? Bah, moi, je dirais, pour donner un peu de balance à ce que tu dis, forcément, le fait de manquer d'un père, ça change la configuration d'une famille. Tu vois, moi, mon père est parti. Ça veut dire que on est très rapprochés, mes frères et sœurs et moi, en termes d'âge. Mon frère a 1 an de plus que moi. Ma petite sœur, après moi, elle a 19 mois de moins que moi. Et la dernière, ensuite, elle a 4 ans de moins que l'avant-dernière. Bref. Donc, on est très rapprochés. Donc, quand il est parti, forcément, ça a changé la configuration familiale. Et c'est vrai que ça nous a vraiment... Je dirais que ça a soudé le clan. Okay. Donc, voilà, de ma mère et nous, on est très soudés. Maintenant, je pense que là où ça l'a affecté, moi, je sais pas. Dans le sens où, vu qu'on l'a vécu, nous, comme un soulagement, ça nous a pas divisés ou quoi, tu vois. Et c'est vrai que ma relation avec mon frère était assez conflictuelle. Après, je sais pas si l'absence de mon père a joué. Honnêtement, je sais pas. C'est juste on a 1 an d'écart. On est très compétiteurs, on se battait beaucoup. Tu vois, c'était plus d'un point de vue caractériel, en fait. Pour moi, c'était du côté du caractère. Mais vis-à-vis de mes sœurs, par exemple, c'est vrai que je suis leur grand frère, tu vois. Mais je sais que parfois, elles vont... moi, en tout cas, je me suis un peu investi d'une mission plus importante que celle d'un grand frère qui est juste grand frère, tu vois. Moi, je suis un grand frère où je suis... mon grand frère et moi, on est des figures masculines de mes petites sœurs, tu vois. Donc forcément, on essaie d'être présent, d'apporter une présence, une écoute, du conseil, qui, je pense, peut parfois dépasser le cadre où, lorsque c'est dans une famille où il y a un papa qui est présent, tu vois. Donc moi, cet aspect-là, c'est plutôt ça a ressoudé nos liens, plutôt que créer des frictions. Tu vois. Ok. Moi, je pense que ça a été bien différent d'Alliance parce que moi, je suis le plus petit, mais des deux côtés. Je suis le plus petit du côté de mon père et du côté de ma mère. Mais comme j'ai grandi côté papa, il y a eu bébé Covid. Ah oui, pardon. Quand même. Oui, bébé Covid. Ouais, pardon, je l'ai mentionné, excuse-moi. Pardon. Quand même. Donne-lui sa place. Non, il faut que je m'y habitue, c'est navré. En fait, moi, comme de base, j'ai été élevé comme le plus petit et le seul garçon dans la maison, parce que j'ai un grand frère du côté de ma mère, mais j'ai jamais vécu sur le long terme dans le foyer avec lui. Okay. La communication avec mes sœurs a toujours été un peu compliquée parce que nous, l'écart d'âge, il n'est pas proche. Okay. La plus âgée de mes grandes sœurs, elle a 9 ans d'écart avec moi. Ah ouais. En sachant qu'elles sont 3 grandes. Donc ça veut dire que on n'a pas la même vision, on ne vit pas à la même époque parfois. Donc la communication, il y a même eu des fois où ça a été tellement conflictuel que ça a déjà été rompu. Et moi, j'ai toujours été un peu l'électron libre, c'est-à-dire que dans la maison, je ne parle pas aux gens, je suis très froid, ça s'est développé dans l'adolescence, mais très froid, très distant. Mais ça, j'ai l'impression que les femmes, elles ne comprennent pas. Elles ne le comprennent pas. Elles ne le comprennent pas parce je que pense moi que aussi, c'est aussi naturel. Moi aussi, je suis pareil. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis pareil, mais du coup, j'ai eu pas mal de mésententes avec ma mère et mes sœurs parce qu'on me reprochait, oui, t'es toujours dans ton coin, etc. Mais en fait, en dépit de tout, je reste un homme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en dépit de tout, je reste un homme. Ok, j'ai grandi avec vous. Ok, voilà, je sais comprendre une femme, etc. Ouais. Mais je reste un homme. Mais dosé. Ouais, voilà, dosé. Ça veut dire que voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de son intimité. Je suis quelqu'un qui aime pas être tout le temps fliqué. T'as tes hormones à toi. Ouais, c'est ça en fait. Surtout tes hormones énergie et t'es un homme, quoi. Ouais, c'est ça. Désolé de t'avoir coupé du coup. Non, pas de souci, mais c'est que en vrai, ouais, comme toi, la communication avec même ma mère, à des moments, ça a été très compliqué. Il y a même des moments où je me suis même dit, je vais laisser tomber parce qu'on ne se comprend pas. Genre, il y a même des moments où même que ce soit ma mère ou mes sœurs, je me suis même demandé ce qu'on attendait de moi. Genre, je comprends pas ce que vous attendez de moi. Je te comprends tellement. Soit je parle trop, soit je parle pas assez,
Et quand tu parles mal. Quand tu parles mal. Je comprends. Et le truc, c'est qu'en plus, l'environnement dans lequel tu grandis, tu adoptes parfois un certain langage, mais t'es pas méchant. C'est l'intonation de ta voix. En plus, moi, j'ai une intonation, on a l'impression que j'agresse les gens. Donc, ça veut dire que ma mère, quand je lui parle, ou on a des prises de bec, si je lui réponds, elle va avoir l'impression qu'on s'embrouille. Alors qu'on s'embrouille pas, c'est juste... je lui réponds, mais ça dérange. Je te dis ce que je pense. Et en plus de ça, par exemple, vu que là, c'est le côté camerounais, il y a ce côté un peu... quand c'est l'aîné qui parle, tu te tais. Et en fait, ça a créé une frustration qui fait que quand tu grandis, au bout d'un moment, tu pètes les plombs. T'es en mode, pourquoi on me laisse jamais la parole Et à un moment donné, la communication, c'est... Dès que là, à un moment donné, c'est les personnes veulent communiquer avec toi, t'es en mode, mais là, j'ai pas envie de parler. J'ai pas envie, genre... Après, par contre, du côté paternel, vu qu'on n'a pas grandi ensemble, il y a des parties de nous que on ne connaît pas entre nous, mais en soi, on s'entend très bien. Après, je vais pas mentir, j'ai déjà eu des petites frictions avec mes frères et sœurs du côté de mon père, mais en se parlant, on a réussi à régler ça. Par contre, l'âge qu'il y a entre eux est assez proche et plus proche de moi. Donc ça veut dire que pour se parler, c'est plus facile. On communique mieux, on rigole plus, c'est moins compliqué. Donc même si je pense qu'il y a peut-être pu y avoir peut-être de la discorde, je pense qu'on a ce truc où on s'est retrouvés et on essaie de rattraper le temps perdu. Donc il n'y a pas trop ce problème-là. Et aujourd'hui, en termes de dialogue, ça va beaucoup mieux? De quel côté? Du côté de ta mère. Du côté de ma mère, je dirais que c'est plus compliqué. Je dirais que ça va mieux. Ça a été compliqué à une période, mais ça va mieux. Après, le problème, c'est que j'ai aussi, de mon côté, gardé mes habitudes. Garçon solitaire. Parce que je suis très solitaire. C'est-à-dire que je peux être dans la même maison que ma mère, mais ma mère ne sait pas que je suis là. Donc, je peux être enfermé dans ma chambre, ou alors je vais sortir de ma chambre que la nuit, ou alors je peux partir au petit matin, rentrer le soir. Et en plus, maintenant, quand tu travailles, bah forcément, parfois, tu la vois pas. Tu rentres le soir, elle te voit que le soir. Donc, ça s'est arrangé, mais il y a... C'est en cours. Il y a des choses que je me suis dit, ça sert à rien de remuer le couteau dans la plaie. Il y a des choses dont elle n'a pas envie de parler, et ça sert à rien d'en rediscuter avec elle, quoi. Ok. Aujourd'hui, Alliance, toi, tu es père. Quelles sont les valeurs, en tant que père, que tu aimerais inculquer à ton fils? Des valeurs que tu n'as potentiellement pas pu recevoir de ton père à toi. Quelle est l'éducation que tu aimerais lui donner aujourd'hui à ton enfant? Bah, en soi, c'est vrai que, bon, comme tu dis, je suis père. Moi, la valeur numéro 1, c'est la foi, tu vois. C'est la foi. Et ça, tu vois, aussi, ça joue son rôle dans le fait que, oui, j'ai manqué peut-être d'un père physique, mais le fait d'avoir eu la foi depuis très jeune, je sais que j'ai eu un père céleste, tu vois, qui a veillé sur moi. Donc déjà, ça, c'est la valeur numéro 1. Pour moi, c'est le fondement. Après, moi, je veux que mon fils sache qu'il peut compter sur son père. Tu vois, je veux que quand il a un problème, il se dise, punaise, j'ai un backup. Genre, si je tombe là, j'ai un pilier, j'ai un truc. Tu vois, j'ai un filet. Tu vois, c'est pas comme nous, tu vois, on tombe, tu vois. Nous, on est tombé, ça fait quand, tu vois. Non. Moi, je veux qu'il sache qu'il peut compter sur son père. Et il y a le côté aussi vision, tu vois, où je veux vraiment que, bah ouais, et s'il a la moindre question, je peux l'accompagner, je peux réfléchir avec lui, en fait, je veux qu'il sache ce que, parce que moi, j'ai pas eu, en fait, tu vois. J'ai une mère exceptionnelle, hein. Ma mère, en plus, c'est une femme très autoritaire, donc elle a un côté un peu dur, parce qu'elle, juste au contraire, tu vois, elle a grandi sans sa mère, elle a grandi qu'avec son père. Donc elle a un côté dur. Ça, je pense que aussi, ça m'a aidé d'avoir une maman un peu dure. Mais je veux que mon fils, voilà, ait ces valeurs-là. Il sait qu'il peut compter sur le daron, des valeurs de courage, de dépassement, des valeurs de résilience. On n'est jamais abattu, tu vois. On sait qu'on va réussir. Même dans le désert, on va réussir. Et finalement, on se rend compte que ton histoire influe
sur l'éducation que tu t'aimerais donner à ton fils, quelque part? Enfin, d'un point de vue plus positif, puisque en grandissant, tu sais, t'as pas grandi avec les blessures que tu as eues quand c'était tout frais. Tu vois ce que je veux dire? Là, ton enfant, tu l'as eu à un stade de ta vie où tu as quand même mis derrière toi des blessures que tu avais avant, tu vois. Il a eu les réponses à ses questions. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais. Et donc, finalement, on se rend compte que d'un point de vue positif, ton histoire qui t'a causé pas mal de blessures, et finalement, tu as dû grandir en cherchant à les guérir, en cherchant à te comprendre, en cherchant à chercher des réponses à tes questions, en étant totalement indépendant, en fait, finalement. Et bah, en fait, aujourd'hui, t'es arrivé à ce stade-là où tu peux apporter quelque chose de positif à ton enfant. Donc c'est pour ça que je dis que finalement, ton histoire, elle influe positivement sur l'éducation que tu donnes à ton enfant. Fort, elle va influer forcément sur l'éducation. Après, je sais que moi, c'est ce que je vais dire, j'enfonce une porte ouverte, mais personne n'est parfait, tu vois. Donc, je ne serai pas un père parfait, tu vois. Là où c'est vrai que par moment, je me dis, ah, punaise, moi, j'ai pas eu de figure. Comment on fait ça? Comment est-ce que je ferais ça? Parfois, ça m'arrive de me poser la question, de me dire, ça se trouve, je vais tchouf, tu vois. Mais je sais que je vais me battre. T'as capté? Parce que moi, ce que la vie m'a appris, c'est que tout ce que tu ne sais pas, tu l'apprends. Tout ce que tu ne sais pas, tu dois trouver. Les ressources existent. Aujourd'hui, moi, certes, je me suis marié, je suis devenu papa, machin, mais j'ai lu des livres. Tu vois, j'ai lu des livres sur comment devenir père, comment ça fonctionne un père. J'ai lu des trucs comme ça. Parce que j'estime que quand tu vas au taf, tu as des fiches process, on t'apprend comment gérer ton taf. Tu les lis, tu vois. Un truc qui est plus important que ton taf. Forme-toi. Forme-toi un minimum. Surtout que, on remarque quand même que dans notre communauté, tu vois, on est des Renois, on est des Congolais, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui grandissent sans père. Ouais. Le schéma, il se répète souvent. Le schéma se répète. C'est peut-être qu'on n'a pas lu le mode d'emploi, t'as vu? Donc, à un moment donné, pour moi, va chercher la ressource. Ok. Et toi, aujourd'hui, quelles sont les valeurs que tu aimerais potentiellement inculquer à tes futurs enfants? Bah, tu sais, moi, en fait, comme j'ai été neveu très tôt, bah, en fait, j'ai... Tonton, tu veux dire? Hein? Ouais. J'ai été tonton très tôt. Donc, forcément, le fait d'être confronté à des enfants, depuis tout petit, j'ai l'habitude. Mais, en fait, je pense que c'est plus le fait d'élever un garçon. Ouais. Élever un garçon, c'est autre chose. Et, c'est ta crainte? Ouais, parce que en fait, je le vois avec mon neveu. Mon neveu, aujourd'hui, il a fêté ses 18 ans. Et ah oui, il est grand. Ouais, parce qu'en fait, j'ai un écart d'âge qui est très limite. Ça veut dire que je suis leur oncle, mais ils me voient aussi comme leur grand frère. Parce qu'on a une proximité d'âge très, très forte. Et lui, par exemple, j'ai été celui qu'on a appelé pour le reprendre. Plusieurs fois, ma sœur m'appelle en me disant « Écoute, il a fait une bêtise, je veux que tu le reprennes là. » Et ça veut dire qu'il y a des habitudes que j'ai prises. Et il y a des choses où moi, j'ai déjà dit à mes neveux, par exemple, et c'est quelque chose que je veux reproduire avec mes enfants aussi, c'est, comme il a dit, le filet de sauvetage. Être présent. C'est-à-dire que il ne faut pas que tu aies peur de me parler. C'est-à-dire que je vais faire... Je ne serai pas parfait. Il y a peut-être des moments où je vais peut-être grincer des dents, mais je ne vais pas être là pour te bastonner. J'ai envie de t'accompagner, j'ai envie d'être là pour t'accompagner. Parfois, c'est important. Parfois, ça c'est encore autre chose, ça. C'est autre chose, ça. Ça peut partir. En fait, bah, tu sais quoi, ce genre de sanction, moi, je pense que tu dois la donner à partir du moment où l'enfant, il se met en danger ou il met en danger quelqu'un d'autre. Si, là, par exemple, ton enfant, il joue avec le feu, là, je te tapote la main, là. Parce que là, si tu fous le feu à la maison, tu brûles peut-être ta grand-mère qui est à l'étage ou ce genre de truc. Là, je dois te corriger. Mais t'as pas fait tes devoirs, je vais pas te... T'as vu, je pense qu'il y a le coup trop facile sur l'enfant qui a pas fait ses devoirs. Ah, moi, c'était ça. Ou qui a raté son... moi, c'était ça. Ou qui a raté son contrôle. Petit bavardage sur le carnet, tout gifle. Non, en fait, je trouve que il y a des choses en termes d'éducation où il y a eu des erreurs qui ont été commises et nous, on est la génération où on peut réparer ça. Et moi, je pense que c'est ce que je veux faire avec mes enfants, c'est leur apprendre à parler avec moi, qu'ils aient pas peur de parler avec moi et qu'ils sachent que je suis là, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, à mes neveux, j'ai appris.
faut pas que vous ayez peur de me parler. Si vous avez des questions, vous venez me voir. C'est très fort. C'est très fort. On arrive sur la fin. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous pourrez dire à un jeune homme? Et j'ai pas envie d'exclure les femmes parce que ça reste quand même... ça arrive aussi à des femmes. Même bien qu'elles puissent potentiellement le vivre différemment ou pas. Ouais. Qu'est-ce que vous pourrez dire aujourd'hui à un jeune enfant, à un enfant, de toute façon, on est tous l'enfant de quelqu'un, qui a pu vivre votre situation, qui a grandi sans figure paternelle, et je vais rajouter quand même la figure maternelle, bien que les conséquences puissent potentiellement être différentes. Quel message aujourd'hui vous pourrez passer à cet enfant-là? Waouh. C'est une bonne question, ça. C'est toujours la question la plus dure, je trouve, à répondre. La question, elle est dure. Là, il faut faire le coach, là. Toi, t'es le plus vieux, t'es le plus mature. Ah, c'est facile, ça, ok. Bon, en soi, moi, le message que je peux passer à une personne qui a grandi sans figure paternelle, c'est que c'est pas une fin définitive. C'est que, comme tu l'as dit, certes, on peut passer par la phase du deuil, mais le deuil, c'est une étape. Ça veut dire que le deuil, on doit le surmonter. Et c'est que on peut grandir sans figure paternelle et réussir dans la vie. Moi, c'est surtout ça. Que justement, une personne ne se dise pas parce que j'ai manqué d'un père, il y a des choses qui ne me seront jamais accessibles. Toute ressource se trouve. À l'ère d'Internet, on trouve ce qu'on veut trouver. Et aussi, ce que je peux aussi recommander, c'est que parfois, la ressource, c'est aussi se faire aider. La ressource, ça peut être aller voir un psy. C'est important de le notifier, ça. Surtout, il faut le dire, surtout dans la communauté noire. On en parle peu. Mais moi, pour être franc, j'ai fait des séances, tu vois. J'ai fait des séances avec une psy. C'était même pas à ce sujet-là, hein, mais je pense que... Enfin, c'était pas à ce sujet-là. Je ne pensais pas que c'était à ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est un sujet qui m'a vite remonté sur la table. Ça a débouché, ouais. Parce que parfois, on ne fait pas les liens entre des problématiques qu'on peut affronter dans la vie et des carences qu'on a pu avoir. Parce que pour moi, j'assimile beaucoup le fait d'avoir manqué d'une figure paternelle à une amputation. Ouais, tu vois, il te manque un membre. Il te manque quelque chose d'extrêmement important. J'aime énormément la représentation. Mais tu ne t'en rends pas compte parce qu'une personne à qui on a amputé un bras, soit elle a une prothèse pour compenser, soit elle n'a rien, mais elle s'est habituée. Elle s'est habituée à ne se servir que d'un seul bras. Et elle a appris à vivre avec. Donc, le fait d'avoir été amputé, ça indique que tu as dû compenser pour trouver ton équilibre. Donc, ne pas hésiter à aller chercher la ressource, que ce soit au niveau médical et au niveau spirituel. Tout est possible. Tout est possible quand on croit. Quand on croit en Dieu, Dieu qui est le père des orphelins, qui est le père de ceux qui n'ont pas de père, bah, il est capable de te fortifier, de te créer un chemin. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est ce en quoi je crois pour une personne qui a vécu sans père. Et toi, Jordan? Moi, si j'avais un message à faire passer, je mets les pieds dans le plat. Mais ceux qui écoutent ça, ça va être dur. Ça va pas être facile, ça va être très difficile même potentiellement. Là, tu fais le rôle du père. Hein. Ah ouais, là, le père, il est vrai. Hein. Il est dedans. Il faut être dans le vrai. Ah là, il est dedans pour tous les enfants qui après, ça va être très dur pour. Après, il y en a qui ont grandi sans père et qui, je pense qu'ils l'ont aussi bien digéré, bien vécu. Mais pour ceux pour qui, psychologiquement, ça devient difficile, moi, pour ceux qui l'ont vécu, on est tous là. C'est difficile, ça sera difficile, mais comme Alliance a dit, il faut se renseigner, il ne faut pas avoir peur d'aller parler aux gens, de se confier aux gens. Si vous êtes croyant, priez. Si vous avez de la famille qui peut vous écouter, parlez. Parce que se renfermer et ne jamais confier, ça crée des maladies, on n'en parle pas. Mais psychologiquement, ça peut te créer des maladies. Il y en a qui même se suicident parce qu'ils n'ont personne à qui se confier. Et donc, parlez aux gens. Et n'hésitez pas à extérioriser, à même, par exemple, découvrir des choses, que ce soit au travers du voyage, de plein de choses. Cherchez-vous des passions.
maintenant, si vous avez des questions au sujet de vos pères, peut-être que si le père ne peut pas répondre à vos questions, sachez que dans tous les cas, vous allez devoir être votre propre guide, quoi qu'il arrive, ou alors voir ce qu'il a dit au début, avoir des figures, entre guillemets, d'autorité ou un peu paternelles dans d'autres domaines, le sport, l'école et plein d'autres domaines. En tout cas, battez-vous parce que ça va être chaud. En fait, dans tous les cas, la vie, c'est soit tu te bats, soit tu abandonnes et tu meurs. Bah oui. Et quand je dis tu meurs, ça peut être d'un point de vue littéral. Tu dis, ok, je laisse tomber. Clairement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup en arrivent au suicide. Parce que ils ont décidé d'abandonner. Donc, pour ces personnes qui regardent la vidéo, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Battez-vous. Comme Jordan disait, c'est pas quelque chose de facile. Mais si nous trois, ici présents, nous avons réussi, vous aussi, vous êtes capables. Nous n'avons pas de super pouvoir. Alliance l'a dit, c'est pas la fin. Exactement. C'est pas la fin. Nous ne sommes pas mieux que vous. Nous n'avons rien de plus que vous. Mais nous avons réussi. Parce que nous avons décidé de nous battre. Nous avons décidé d'avancer. Nous avons décidé de prendre notre vie en main et de la construire tout simplement. Avec nos blessures, avec nos traumas. Mais nous avons pris au sérieux ça. Et nous avons avancé. Nous sommes en train d'avancer encore. Donc, continuez à vous battre et n'abandonnez pas. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à toi. D'avoir accepté de venir partager un bout de votre histoire. C'est très enrichissant. J'ai vraiment aimé. C'était très cool. Je vous mettrai les réseaux de chacun. Vous retrouverez les réseaux d'Alliance et de Jordan, soit peut-être en barre de description. Ouais, c'est ça, YouTube. Ouais. En barre de description, voilà. Donc, merci à vous qui avez suivi cette vidéo et on se retrouve encore prochainement pour une potentielle vidéo sur un sujet divers. N'hésitez pas à commenter, à partager. Merci encore à vous et je vous souhaite de vous battre et de réussir, de vous construire et d'avancer sans rien lâcher. C'était Melchior Harlem pour le 2e podcast de Daddy Issues.